Bon, il est quasiment 9 heures. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce 77e rendez-vous Carnet Pro, 77e depuis la création de ce qui était au départ des petits déjeuners d'information économique et qui est devenu, au regard des circonstances actuelles, eh bien, un webinaire. Et je souhaite la bienvenue à Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Donc, on vous reçoit ce matin sur une idée d'un de nos partenaires, d'ailleurs. Hein. Je tiens à lui rendre hommage, Jean-Marc Lamiraud, expert comptable chez Baker Strywo, qui nous a proposé le sujet du jour en disant « Et si on parlait d'investissement éthique ?» Et nous avons formulé votre intervention sous le vocable « L'investissement peut-il être éthique et responsable tout en étant rentable ?» Donc, on va essayer de répondre à cette question avec vous. Et puis, on aura une deuxième partie avec les internautes qui nous suivent où on pourra échanger. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du déroulé de ce webinaire. Et Anne-Catherine se fera un plaisir de répondre à la fin. Alors, vous le savez, nous avons organisé ces rendez-vous grâce à des partenaires qui nous soutiennent. Je tiens à leur rendre hommage. Je veux citer Tour Métropole Val-de-Loire, Baker Tilly Trégo, j'en ai parlé à l'instant, Touraine Vallée de l'Indre, communauté de communes, le Crédit Mutuel, la Nouvelle République, évidemment. Et vous le savez, ces petits déjeuners ou ces webinaires, actuellement, nous les organisons le jour où paraît le supplément économique de la Nouvelle République. Donc, je vous montre à l'écran la mouture parue ce matin, mouture dans laquelle vous pourrez retrouver une interview complète d'Anne-Catherine qui prolongera très certainement eh bien, les connaissances que vous aurez pu acquérir ce matin. Bien, eh bien, voilà, il est temps de rentrer dans le sujet qui nous réunit. Et Anne-Catherine, quand nous avons convié, c'est au titre de votre expérience et pas seulement de votre titre de directrice générale de Novetic, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts. D'ailleurs, je crois que vous pourrez nous en dire deux mots dans quelques instants. Et Novetic se présente. Alors, je lis ce que j'ai trouvé concernant Novetic, un expert de la finance durable et se présente également comme le média référence de l'économie responsable. Donc, programme ambitieux. Et par rapport à cette affirmation, est-ce que vous pouvez simplement nous présenter Novetic et nous en dire un petit peu plus sur son objet? Oui, bien sûr. Alors, Novetic aura 20 ans cette année, en fait. Et on s'est créé il y a 20 ans avec l'idée qu'il y avait deux sujets qu'il fallait adresser pour que beaucoup de gens, et en particulier des professionnels, comprennent que le changement climatique a des impacts économiques et financiers, par exemple. Ce qui, il y a 20 ans, était vraiment pas du tout évident. C'est un phénomène environnemental, c'est un phénomène scientifique. Mais en fait, tout le travail de Novetic en tant que média sur novetic.fr et en tant qu'expert qui publie des recherches sur la façon dont le secteur financier intègre ces problématiques, c'est en fait de montrer que tout est lié. Et je vais y revenir d'ailleurs dans la présentation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adresser le changement climatique d'un côté sans se rendre compte de l'impact qu'il a, pour toute entreprise, quel que soit son métier. Et ce qui a changé en 20 ans et ce qui fait qu'on se développe depuis 20 ans avec le soutien de la Caisse des dépôts, c'est vraiment cette idée que au départ, c'était une idée que personne n'avait en tête. Aujourd'hui, on commence malheureusement à la matérialiser. Et depuis 5 ans, depuis l'accord de Paris, on comprend bien qu'il faut transformer l'économie, la finance, et pas seulement les éco-gestes des individus pour arriver à adresser un défi pareil. Et c'est ça, en fait, sur quoi travaille Novetic. Très bien. Donc, écoutez, je vais vous partager le document que vous nous avez présenté. Je vous laisse le soin de nous le commenter, de nous l'animer. Alors, effectivement, Simplement pour une question pratique, comme c'est moi qui suis aux commandes du document, oui. Je vous laisse le soin de m'indiquer quand je dois changer de page. D'accord, Merci. tout à fait. On peut déjà passer à la prochaine, alors, par exemple.
puisque effectivement, le point central que j'espère que vous allez retenir de cette présentation, c'est le fait qu'on a une transformation du monde dont le Covid-19 est un élément qui s'accélère et qui surtout est une combinaison de crises. Donc là, à l'heure actuelle, on en a une dont on mesure les ravages, c'est le Covid-19, qui est évidemment associé malheureusement à une récession, à des difficultés économiques de beaucoup de secteurs, et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais au milieu de tout ça, on a finalement deux grosses boules encore plus menaçantes et c'est pour ça que cet effet de boule qui se conjugue est un problème. C'est évidemment le changement climatique, mais aussi l'effondrement de la biodiversité, parce qu'en fait, c'est pas seulement la disparition des pandas et des ours blancs, c'est vraiment des écosystèmes. Et quand comme un écosystème, il y a quelque chose, une branche qui se casse, c'est l'ensemble de l'écosystème qui peut s'effondrer. C'est la situation à laquelle on fait face. Et comme vous pouvez le voir, l'homme est un peu petit dans cette histoire et il va falloir qu'il s'adapte et très très vite. Donc, slide suivante. J'allais dire, les appels à comprendre qu'il faut changer se multiplient. Alors, on a des marées noires, on a des sécheresses extrêmement graves dans beaucoup d'endroits de la planète, mais on a aussi, et c'est ça un des points aussi que j'espère que vous allez retenir, l'idée qu'il y a bien un lien entre le combat pour les droits des femmes, MeToo, le combat pour la fin des discriminations raciales à travers Black Lives Matter, ou des questions plus environnementales comme la lutte des plus jeunes, mais pas que, contre le changement climatique ou le frein des pesticides. Il y a vraiment, et c'est la slide suivante, une idée que tout ça y est. Alors, les modèles économiques théoriques, et je vous invite à regarder le matériel que met à disposition la fondation Helix.net, puisqu'elle permet de façon très, très claire et intelligible d'expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, dans le monde, on a plus de 75% des espèces terrestres et marines qui ont disparu. Simplement pour compléter vos sources, 2 mots sur Helix. Alors, Helix est une fondation liée aux objectifs de développement durable sur lesquels je vais revenir, et donc qui met du matériel d'information à disposition pour bien faire comprendre ces sujets qui sont encore un peu vécus comme techniques et experts, alors qu'en fait, ils concernent tout le monde. Donc là, vous avez, c'est eux, par exemple, qui ont produit l'acidité des océans a augmenté de 30% depuis l'ère pré-industrielle, et l'acidité des océans, ça a à la fois des impacts sur la biodiversité, mais aussi sur le climat, puisque l'océan capte du CO2. On ne va pas entrer dans les phénomènes scientifiques aujourd'hui, mais c'est bien, finalement, c'est important qu'on comprenne que tout ça a des impacts très concrets. Alors, il y a une économiste qui gagnera à être plus connue, qui est Kat Raworth, qui est vivante, elle a une 50aine d'années, qui est britannique, et qui a mis, elle aussi, beaucoup de travaux, et elle travaille sur un modèle très simple à comprendre, celui du donut. Vous voyez comment est le gâteau. L'idée, c'est que finalement, on est sur un rond sur lequel on a un certain nombre de limites planétaires qui sont d'ores et déjà atteintes, comme le montre ce visuel. Et en fait, pour qu'on arrive à survivre le mieux possible en tant qu'espèce humaine dans cet écosystème fermé qu'est la planète Terre, il faudrait qu'on puisse à la fois instaurer un plancher social et un plafond environnemental. Et que finalement, comme vous pouvez le voir dans cette métaphore, donc au centre du donut, il faut qu'on ait un espace sûr et juste pour l'humanité, mais qui suppose effectivement de mettre en place une économie régénérative et distributive. Et ça, c'est vraiment important que vous reteniez cette idée, parce que le débat politique actuel est totalement pourri, très honnêtement, puisqu'on s'envoie des noms d'oiseaux entre Amish et anti-Amish, mais ce n'est pas le sujet, en fait. Le vrai sujet, c'est comment, très vite, on transforme l'économie et le monde tel qu'il est pour qu'il tienne dans ce donut. Parce qu'en fait, sinon, les limites planétaires vont se rappeler à notre souvenir très rapidement, et en tant qu'espèce, on est vraiment menacé dans la plupart de nos modes de vie. C'est ça le sujet, en fait. Après, la vitesse et le mode qu'on choisit d'avoir est le vrai débat politique que malheureusement, on n'a pas encore. Donc, slide suivante. Alors, j'ai quand même des bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a en fait un mode d'emploi pour se dire, mais finalement, ça veut dire quoi changer pour faire quoi en septembre 2015, les Nations Unies, c'est-à-dire les pays du monde entier, ont adopté une feuille de route pour 2030 qui s'appelle les Objectifs de développement durable et qui sont en fait 17 priorités. Qui sont assez bien décrites avec des visuels extrêmement simples. Et ce qu'il faut juste que vous reteniez, et c'est important si vous voulez travailler un peu plus sur ces questions-là, c'est que sur ces 17 priorités,
il y a 169 cibles qui expliquent clairement de quoi on parle et 262 indicateurs précis pour se dire qu'est-ce qu'on mesure. Et ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est le visuel de droite, c'est-à-dire que tout est lié. C'est pas tant qu'on adressera le changement climatique comme un problème environnemental et c'est tout, on n'arrivera pas à adresser le fait qu'il y a des impacts sur l'éducation, il y a des impacts sur l'eau, il y a des impacts évidemment sur tout ce qui est bâtiment. Et il y a une double nécessité, certes, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui est beaucoup plus présent dans le débat, que l'adaptation. Très concrètement, les cultures ont totalement brûlé à cause du gel il y a quelques semaines. Et en fait, c'est des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. C'est-à-dire, il y a un coup de chaud en mars, il y a un coup de très froid en avril, et du coup, c'est destructeur. Et là où va falloir s'adapter à ces conditions météo qui se répètent d'année en année. Et on a constaté que 70% quasiment des agriculteurs n'étaient pas assurés contre ce type de risque. Donc là, on a un phénomène qui font que les assurances ne sont pas adaptées au fait que c'est la réalité à laquelle sont confrontés les agriculteurs. Et c'est un phénomène auquel il va falloir qu'ils repensent complètement leur mode et leur choix de semences, etc., etc. Donc, on a vraiment un exemple très concret qui doit vous parler de la façon dont ça se transforme. Donc, et on a une feuille de route, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, deuxième bonne nouvelle, c'est la slide suivante. Cette feuille de route est un business plan. Et oui. Et c'est un business plan, pas pour n'importe qui, pour l'ancien PDG d'Unilever, qui s'appelle Paul Polman, qui est l'autre star avec Emmanuel Faber, dont j'imagine qu'on reparlera, de ce monde de l'économie durable. Et c'est une citation donc, de lui qui dit qu'il ne faut pas perdre de vue la rapide transition vers un modèle plus durable et équitable, que je viens de vous décrire très rapidement. Alors d'abord pour éviter de futures pandémies, parce qu'il y a bien un lien avec le Covid-19 qui s'est répandu à l'échelle de la planète en quelques semaines. Et en fait, quel est le rôle des entreprises? Finalement, le rôle des entreprises pour travailler à tout ce changement en cours, à essayer de lutter contre le changement climatique et d'adresser tous les autres problèmes, c'est bien d'aligner leur stratégie avec les ODD, qui est un business plan. Et donc, vous qui êtes, si j'ai bien compris, plutôt cadre dirigeant d'entreprise, la question du business plan est toujours finalement dans quel univers on définit une stratégie, une reconversion de tel ou tel produit, etc. Ce qu'il faut que vous ayez en tête aujourd'hui, c'est que s'affranchir du contexte environnemental et social dans lequel on conçoit ces produits ou ces services, c'est pas possible. Et finalement, il est très important, et dans tout ce qui concerne la durabilité, les entreprises durables, la finance durable, vous trouverez matière à comprendre, selon le secteur dans lequel vous êtes, quel est finalement le business plan le plus adapté. Donc, slide suivante. J'évoquais Danone, puisque la question posée était est-ce qu'on peut être à la fois éthique, rentable et soutenable et durable? Oui, bien sûr. Et j'évoquais le débat politique qui est d'une confusion totale à l'heure actuelle, mais c'est à peu près pareil sur le débat économique et financier qui arrive jusqu'à vous à travers un certain nombre de médias, on va dire. Qui est effectivement l'idée que ça ne marche pas puisque Emmanuel Faber a été débarqué. Alors, premièrement, bien sûr que si ça marche, parce qu'en fait, les modèles durables sont d'abord les plus soutenables, les plus résilients, et donc à des horizons, si on sort de l'horizon des hedge funds qui sont à l'origine du départ d'Emmanuel Faber, on est vite sur est-ce que ces modèles sont juste solides et puissants et capables d'affronter les crises que j'évoquais au début. Je vous ai mis ce comparatif parce que je viens de vous parler de Polman, et donc ancien patron d'Unilever jusqu'à il y a 2 ans, et vous pouvez voir à quel point l'action d'Unilever se porte très très bien. Évidemment, comparativement à celle de Danone, et c'est ce pourquoi Emmanuel Faber a été éjecté, elle va beaucoup beaucoup mieux. Donc on peut tout à fait faire ce comparatif aussi entre deux stratégies, deux entreprises du même secteur et qui ont des plans durables. Dans le cas de Danone, on avait un problème de conseil d'administration qui n'était pas forcément d'accord avec la stratégie qu'avait Emmanuel Faber de vouloir relocaliser et en lien avec toute la transformation du monde que vous voyez, avoir une logique beaucoup plus que des marques transversales et mondiales, d'avoir des marques locales et tout un approvisionnement local. Et des hedge funds se sont emparés des dissensions au sein du conseil d'administration. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que finalement, l'éjection d'Emmanuel Faber a été un débat ouvert sur la question de la compatibilité entre des objectifs financiers et des objectifs durables.
Donc, ce qui est important que vous reteniez, c'est bien sûr que c'est compatible, surtout si on a un horizon de moyen long terme, et je parle de 1 an, 5 ans, 10 ans, donc l'horizon qui est le vôtre. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a, une fois de plus, lancé un débat qui rend très confus tous ces sujets-là pour les uns et les autres. Et donc, j'espère qu'après après ce matin, vous y verrez plus clair. Alors, c'est slide suivante. Alors, je vais faire un peu de technique, mais c'est important parce que finalement, comment vous emparer de tous ces sujets qui peuvent vous paraître un peu macro, il y a des tas de choses en fait qui existent, souvent derrière des sigles un peu barbares, qui sont en fait la même chose, c'est-à-dire comment le développement durable se décline dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la finance, mais à échelle des PME comme des grandes entreprises. Donc, pour les entreprises, on parle de RSE, c'est-à-dire de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, cette RSE permet normalement d'organiser un reporting sur des sujets ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui bâtissent une analyse qui est faite soit par des spécialistes, soit par des gérants directement ou des analystes financiers, qui, eux, l'intègrent dans des fonds qu'on appelle ISR pour investissement socialement responsable. Donc, ces investisseurs utilisent cette analyse ESG qui est basée, alors, qui était basée, je vais y revenir, au départ sur l'information que donnent les entreprises. Bien évidemment, ce système-là est organisé pour l'instant, pour l'essentiel, sur les grandes entreprises cotées. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, évidemment, tous ces sujets ne concernent pas que les grandes entreprises cotées. Donc, il faut que les plus petites s'y mettent et surtout, il faut qu'elles le fassent avec les problématiques de notation ESG qu'on a d'ores et déjà. Philippe, tout est clair pour l'instant? Pour l'instant, tout est clair. Nous Jusque-là, tout buvons aux va bien. paroles. Ouais. Alors, on va pouvoir continuer avec la slide suivante. Alors, vous avez sans doute entendu ces concepts d'une façon ou d'une autre, et ça fait partie des éléments qui rendent tout ça pas très clair, parce que finalement, tout ça est bien autour des objectifs de développement durable. C'est pour ça que je parle de mots valises, parce qu'en fait, il y a un objectif partagé qui est de faire la transition vers un modèle durable. Puisqu'il faut d'abord acter le fait que notre modèle actuel, alors j'allais dire en France, mais le modèle actuel de la planète économique n'est pas durable, parce qu'il est basé sur ce qu'on appelle un modèle linéaire, c'est-à-dire on extrait, on produit, on consomme et on jette dans des proportions absolument délirantes et qui ne sont pas soutenables, en fait, puisque, souvenez-vous du début, les limites planétaires sont atteintes, donc on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez sans doute entendu parler du jour du dépassement, c'est-à-dire qu'on vit à crédit sur la planète Terre de plus en plus tôt à l'été. Et donc ça, c'est juste, on raccourcit notre espérance de capacité à produire. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut aller faire une transition énergétique, c'est-à-dire passer des énergies fossiles aux renouvelables, tout en baissant nos besoins énergétiques. C'est pour aller vers ce qu'on appelle la neutralité carbone à la fin du siècle. Il faut que vous ayez en tête que les émissions de CO2 qu'on a déjà faites ne peuvent pas disparaître. Hein. Ça se stocke, le CO2. Donc, on a déjà un problème qui fait qu'on a des chances d'être au moins à 1,5 voire 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Et il faut que vous ayez en tête qu'à 4 degrés, et c'est un grand assureur, le patron d'AXA qui l'a dit il y a 5 ans, à 4 degrés, le monde n'est pas assurable. Il y a tellement de catastrophes et de choses comme ça partout que ce n'est pas possible. Donc, il faut juste que vous ayez en tête que si on n'agit pas, le monde dans lequel on évolue aujourd'hui n'est pas possible. Et donc, les disruptions, et honnêtement, on n'a pas la moindre idée du nombre de disruptions que ça implique. D'où l'idée de sobriété et d'impact positif, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit sur l'énergie, mais sur beaucoup d'autres choses, il faut penser à un monde où on est beaucoup plus sobre en consommation de ressources naturelles et de produits, etc. Et puis, ça va aussi avec des notions d'inclusion, alors d'égalité femmes-hommes, certes, plutôt dans nos pays, mais aussi, évidemment, et c'est valable aussi dans nos pays, d'inclusion du corps social et donc de lutte contre les inégalités. Tout ça, ça fait la RSE avec ce débat sur les entreprises à mission. Crédit Mutuel, qui est votre partenaire, vient de se déclarer banque à mission. C'est la première banque à le faire. Donc, on voit bien que les entreprises bougent et dans un souci d'être le plus résiliente et le plus durable. Et donc, slide suivante. Parce que finalement, de quoi on parle? Parce que tout ça peut, encore une fois, vous paraître abstrait, mais c'est assez concret, en fait. Puisque même dans une période de crise, pour être plus résiliente, il faut que les entreprises soient plus responsables. Ça veut dire mesurer son impact environnemental, et je vais y revenir, utiliser des technologies propres qui sont évidemment très variables selon son activité, garantir de bonnes conditions de travail,
certes directement, mais aussi vérifier que c'est le cas chez ses sous-traitants, avoir une politique de diversité, fabriquer des produits et services verts, évidemment, si le plus possible, favoriser l'emploi local, dialoguer avec ce qu'on appelle ses parties prenantes, c'est-à-dire évidemment ses salariés, mais aussi plus largement son écosystème, prévenir la corruption et puis avoir une logique un peu justement de se penser dans le futur, le fameux business plan des ODD. Slide suivante. Alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu parler de tout ça. Le CAC 40 ESG est sorti il y a quelques semaines. Il est très très récent. Donc vous vous dites, ben voilà, c'est une affaire de grandes entreprises cotées qui sont notées par Vigeo, qui était donc l'agence de notation ESG créée par Nicole Notar, qui a été rachetée par Moody's, l'agence de notation financière américaine aujourd'hui. Donc, avec les notes qu'elle produit à partir du modèle que j'évoquais tout à l'heure, ils ont construit un CAC 40 ESG. Donc, ils ont pris quelques valeurs emblématiques, une sélection au milieu de 60 grandes entreprises. Et puis, ils en ont fait un CAC 40 ESG avec l'idée qu'ils sortaient celles qui avaient des activités liées au charbon, des armes controversées, et que du coup, ils prenaient les mieux notés. Tout ça pour essayer, alors je vais être très, très clair, la promesse c'est d'accélérer la transition vers une économie durable. La réalité des choses, c'est qu'on a pris ce qu'on appelle une approche où on prend les meilleurs élèves de la classe, mais qui sont en fait pas tant que ça en transition, et surtout le mode de notation ne permet pas vraiment de mesurer leur transition, mais plutôt leur capacité à bien répondre à des questionnaires élaborés par des spécialistes. Et c'est là où la slide suivante est importante pour vous, c'est que vous ne vous mettiez pas trop dans ces trous, c'est que vous ayez en tête la façon dont aujourd'hui on évalue les dimensions ESG d'une entreprise, quelle qu'en soit sa taille. Alors, premièrement, ce qui est très important à avoir en tête, c'est la notion d'impact. Finalement, quelle que soit son activité économique, on a des impacts positifs et négatifs. Et l'objectif de la notation ESG, c'est de faire le solde entre ces impacts positifs et ces impacts négatifs. Alors, déjà, il faut avoir en tête que la plupart du temps, le gros de ces impacts est dans la chaîne de sous-traitance. Je vous ai mis deux choses, un visuel d'un smartphone qui est au centre finalement d'un immense écosystème, puisque vous savez par exemple qu'Apple ne possède absolument pas ses usines de fabrication, mais travaille pour beaucoup avec un fournisseur chinois qui s'appelle Foxconn. Donc on a à la fois des sujets de conditions de travail chez les fournisseurs, de sécurité au travail, puisque vous le savez peut-être, mais il y a énormément de matériaux très toxiques dans un téléphone portable, donc c'est dangereux en fait de fabriquer des portables. Il y a de l'arsenic, il y a des choses comme ça. Ensuite, évidemment, il y a des questions d'esclavage moderne sur lesquelles je vais revenir. Il y a bien sûr des questions de pollution, encore une fois, parce qu'il y a des métaux qui peuvent être très polluants. Il y a, vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle les minerais de conflit, qui sont pour l'essentiel extraits en République du Congo, souvent par des enfants et souvent dans des conditions absolument déplorables. Donc c'est un gros enjeu pour tout ce qui concerne la chaîne de production des smartphones qu'on a tous, donc on est tous concernés. Et puis évidemment les questions de syndicats, etc. Donc quand on parle de RSE aujourd'hui pour une maison comme Apple, par exemple, qui fabrique des smartphones et qui les commercialise, c'est vraiment tout cet écosystème qui doit être questionné et dont surtout Apple est responsable. Parce que c'est ça le point clé, c'est qu'en tant que donneur d'ordre, on est responsable de l'ensemble de ce qui se passe. Et le fait de s'en dédouaner en disant « bah oui, mais ce n'est pas mes usines, moi je suis juste un client », ça ne marche plus. Et un investisseur va regarder l'entreprise Apple à la fois aussi par sa contribution fiscale, mais aussi par la façon dont elle essaie de prévenir dans l'ensemble de sa chaîne tous les problèmes qui s'y posent. Alors, on a un cas très concret et récent, qui est celui des Ouïghours, qui sont donc une population musulmane chinoise, qui est en voie d'extermination par la volonté des Chinois qui font du travail forcé, qui stérilisent les femmes, etc. Et du coup, c'est en train de devenir un sujet, puisque c'est une des régions où il y a une grosse concentration d'usines du monde. Et là, il y a quelques jours, une plainte donc, vient d'être déposée contre des marques que vous connaissez très bien, Zara, Uniqlo, par exemple, pour crimes contre l'humanité, en France. Donc là, cette plainte, elle a été déposée par qui? Alors, elle a été déposée par des ONG et une rescapée ouïghour.
Donc là, évidemment, il faut savoir aussi d'ailleurs que la France, mais pas que, hein, ce n'est pas un phénomène français, vous avez beaucoup d'ONG spécialisées sur ces sujets-là et qui ont une approche très juridique, parce que ça, c'est l'autre point que vous avez en tête, qu'il faut avoir en tête. Vous posiez la question des sanctions. Alors, il y a une première sanction sur laquelle je vais revenir, qui est celle des investisseurs qui peuvent se détourner. Alors, je ne vais pas vous raconter que c'est le cas d'Apple, vu la valorisation d'Apple, mais certains investisseurs peuvent effectivement mettre sur liste noire des entreprises, par exemple dans ce cas précis, comme Zara ou autres, si elles sont associées à des crimes contre l'humanité et au non-respect des droits humains, donc ils n'investissent plus dedans. Et là, on a aussi tout un nouveau droit qui s'instaure, et c'est pour ça que j'évoquais la responsabilité des donneurs d'ordre, c'est-à-dire que quand on attaque, évidemment, Zara ou Uniqlo ne possèdent pas l'entreprise qui utilise le travail forcé des Ouïghours. Mais par contre, c'est son fournisseur. Et donc, vous avez d'une part des campagnes, et pour des marques grand public, c'est un sujet énorme, puisque vous avez des appels au boycott partout dans le monde. Et moi qui ai des adolescentes, par exemple, elles connaissent le problème des Ouïghours et elles ne veulent pas acheter telle ou telle marque parce qu'il y a ce travail forcé. Donc ça, c'est un énorme manque à gagner dans une période où le textile est en chute libre pour plein de raisons, y compris le Covid-19. Et puis ensuite, vous avez effectivement ce risque juridique colossal, puisque ça serait, je ne sais pas jusqu'où cette plainte vient d'être déposée. Mais si elle est instruite, et comment on chiffre et comment on évalue le préjudice du crime contre l'humanité. Alors, plus les problèmes évidemment géostratégiques qu'il va y avoir, si vous allez sur notre site, vous verrez aussi qu'en Chine, on utilise le boycott des marques et des produits qui sont à l'origine, qui font monter la campagne des Ouïghours, à commencer par la France. Donc vous voyez bien qu'on en est à boycott contre boycott et que c'est un élément de plus qui complique aujourd'hui la société de consommation qui est donc remise en cause par plein de biais. Donc slide suivante. Alors, ce qui est important, donc cette logique de chaîne de sous-traitance, c'est que, et c'est l'autre bonne nouvelle, vous avez des disruptions majeures dans les modèles économiques et dans ceux qui se portent très très bien. J'ai fait exprès de vous mettre deux entreprises de taille absolument pas comparable, mais qui sont dans le même secteur, c'est-à-dire les cosmétiques. Vous ne savez sans doute pas, mais L'Oréal a annoncé en juin 2020 une stratégie absolument révolutionnaire. C'est-à-dire elle remet en cause l'ensemble de son business model, et on parle de L'Oréal, donc c'est à l'échelle de la planète, parce que, et c'est intéressant parce qu'elle le fait en expliquant, en utilisant les limites planétaires que je vous ai montrées au bout de cette présentation. C'est-à-dire qu'un groupe comme L'Oréal aujourd'hui sait qu'il ne pourra pas opérer, et c'est tout à fait conforté par le Covid-19, de la même façon, et donc il est en train de se transformer pour être prêt, mais très vite. Puisque je vous ai mis là sur ces engagements sur la biodiversité, on parle de 2030. Donc, quand on parle d'un groupe comme L'Oréal, pour être prêt en 2030, il faut radicalement changer maintenant. Il veut donc que 100% de ses ingrédients, de ses formules, de ses matériaux d'emballage soient biosourcés, traçables et issus de sources durables et qu'aucun ne doit contribuer à la déforestation. Vous voyez l'espèce de révolution totale que ça implique. Et en plus, ils vont jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire c'est aussi que l'ensemble des bâtiments dans lesquels ils opèrent, de l'ensemble de leurs sites industriels, doivent avoir un impact positif sur la biodiversité par rapport à 2019. Alors, ça veut dire quoi, impact positif? C'est la même logique que j'évoquais tout à l'heure. On a toujours un impact positif et un impact négatif. Donc, l'idée, c'est effectivement de mesurer les deux et d'arriver à tellement réduire ces impacts négatifs qu'on arrive déjà, première étape, neutralité, et si possible, générer des choses positives. Ça marche en énergie aussi. C'est-à-dire qu'on fait la consommation de son énergie, enfin, on identifie ces sources d'énergie. Si elles sont énergie fossile, eh bien, on essaie de changer complètement, mais on essaie aussi de diminuer ses besoins énergétiques. Alors, le cas très, très clair que vous connaissez sans doute, c'est par exemple un supermarché. En général, un supermarché, il a plusieurs problématiques énergétiques. D'abord parce qu'il est souvent sur une zone industrielle dans des bâtiments qui sont des passoires thermiques. Et en plus, il doit avoir à la fois une chaîne du froid qui est solide et en même temps avoir une température interne qui soit suffisamment agréable pour les clients. Donc, cette problématique énergétique est extrêmement énergivore. Et donc, il se développe de plus en plus des solutions techniques pour adresser cette problématique-là et aussi souvent, par exemple, transformer des parkings ou des toits de supermarchés
en source d'énergie solaire parce que c'est des endroits très plats où on peut tout à fait faire ce genre de choses. Donc, c'est très concret, en fait. Et il n'y a pas que L'Oréal qui le fait, puisque j'ai pris donc, un exemple qui est tout à fait plus modeste, mais qui est très français, qui s'appelle Léa Nature. Vous avez peut-être vu ce fabricant de cosmétiques bio et naturels, et surtout français. Et lui, son engagement, c'est à la fois d'avoir cette logique-là, mais de mettre, c'est un extrait de son site internet que je vous ai mis, c'est ce qu'il met en avant, c'est vraiment la notion de produit en France, et donc c'est possible, et surtout de monter en puissance, puisque lui s'engage à 80% d'ici 2025. Alors 2025, c'est vraiment demain. Donc on est bien, et ça c'est très important, sur la communication qu'on choisit d'avoir, c'est un diagnostic, où est-ce que j'en suis dans mes impacts positifs et négatifs, qui sont évidemment très variables sur votre secteur. Deux, je prends un engagement de les améliorer, mais un engagement réaliste. C'est-à-dire, si vous dites l'année prochaine, tout ira bien, je serai à 100% durable, vous n'êtes pas crédible et en plus, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que vous construisiez une feuille de route progressive. Et c'est ça qui fait la crédibilité. Du coup, slide suivante, et j'en profite pour boire un petit peu. Alors, Bah, oui, prenez le temps d'une pause méritée. Donc les grilles qu'utilisent les investisseurs, alors de tout genre, hein, les banques, j'évoquais le Crédit Mutuel, et qui commencent à avoir une approche de ce type-là pour ses prêts, comme pour ses investissements en financement, comme pour ses projets. Ça, c'est un phénomène mondial, hein, ce n'est pas un phénomène de banque française. Alors, les outils, je vais essayer de pas trop vous faire entrer dans la technique. Ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, ça marche comment l'analyse d'impact. Comme vous pouvez le voir avec le visuel central, qui est un visuel fait par Novetic, vous voyez au centre, on a les objectifs de développement durable. Donc, on a une grille d'analyse et on regarde, selon le modèle dans lequel on regarde, qu'on analyse, si finalement ces impacts positifs donc, apportent une contribution significative ou limitée à ces objectifs de développement durable, à certains d'entre eux, etc. Mais on regarde en même temps si finalement un autre aspect de l'activité n'est pas une obstruction à l'atteinte d'un autre objectif de développement durable. C'est comme ça qu'on construit cette logique de solde, c'est-à-dire qu'effectivement, une activité peut avoir des impacts très positifs. Par exemple, prenons la santé. Vous pouvez inventer un médicament qui soigne une maladie, mais en même temps, finalement, la façon dont il est produit, les emballages, etc., peuvent poser des problèmes de pollution qui, eux, empêchent la qualité de l'eau, par exemple. Donc, on a vraiment cette logique de sol qu'il faut que vous ayez en tête. Alors, les outils qu'utilisent les investisseurs sont de deux ordres. L'analyse ESG, donc je l'évoquais tout à l'heure, qui n'est pas un phénomène réservé aux grandes entreprises, mais c'est finalement avoir une logique environnementale, sociale et de gouvernance. Et encore une fois, les trois sont liés. Et puis, il y a des logiques qui sont en train de se développer, qui sont plus au départ dans le non-coté, qui sont les logiques d'impact. Et donc, les logiques d'impact, c'est quatre choses. Un, est-ce qu'on a une intention de faire quelque chose de plus durable et on doit le formaliser? Si on prend, je sais pas, vous êtes dans le secteur du cosmétique par exemple, vous voulez suivre le modèle de Léa Nature, donc vous avez l'intention de devenir un producteur de cosmétiques bio et durable. Donc ça, vous l'affichez. Ensuite, vous expliquez l'additionnalité, c'est-à-dire vous devez expliquer en quoi votre politique change la donne. Concrètement, si vous êtes toujours cette entreprise cosmétique bio, vous allez passer un partenariat avec plusieurs agriculteurs, enfin producteurs des fleurs dont vous avez besoin, par exemple, pour qu'ils puissent passer en bio et vous engager avec eux sur 10 ou 20 ans. Donc là, c'est clairement vous qui permettez à ces agriculteurs de devenir des producteurs bio et de vous inscrire dans votre chaîne de production. Tout ça doit être très concret, c'est-à-dire que ça doit pouvoir se mesurer aussi. C'est-à-dire que vous devez vous donner des indicateurs. Donc, je dis n'importe quoi, vous avez besoin de 25 tonnes de lavande par mois. Et donc, vous devez dire vous engagez, par exemple, vous devez dire sur les 25 tonnes, l'année 1, j'en aurai 5 tonnes en bio, l'année 2, 10, l'année 3, 15, etc. Et à chaque fois, vous devez faire, dans l'idéal, certifié par un tiers externe que vous avez bien atteint les objectifs que vous êtes fixés. Donc, on passe à la slide suivante. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est intéressant qu'on ait cette réunion la veille d'un grand jour pour l'Europe, puisque demain sort un certain nombre de textes
qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'action européen sur la finance durable auquel j'ai eu le grand honneur de participer en 2017, puisqu'on a dessiné une transformation de la finance et de la façon dont aujourd'hui on évalue les entreprises. Alors, ce qui est important, c'est que du coup, il y a je vais y revenir tout à l'heure, on va demander des données ESG à des PME et des ETI, et qui, pour la plupart, vous êtes bien placés pour le savoir, ne sont pas du tout là-dessus pour l'instant. C'est aussi l'intérêt de faire cette présentation aujourd'hui, parce que le texte dont je parle, il est en consultation dès demain, et il va s'appliquer vraisemblablement dès l'année prochaine. Donc, il faut vraiment s'organiser maintenant. Et donc, il faut que vous ayez en tête cette dimension-là. Et puis, il y a un autre texte très important qui sort demain, qui est le mode d'emploi de ce qu'on appelle la taxonomie. Alors, au départ, la taxonomie, c'est toujours d'ailleurs la colonne vertébrale de ce plan d'action dont je parlais, c'est-à-dire une définition des activités économiques qui sont compatibles avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. C'est là où il y a une transformation. La logique du secteur financier, elle n'est plus seulement de chercher de la rentabilité financière, elle est de s'articuler avec les objectifs environnementaux de développement durable, etc. C'est-à-dire de se dire finalement la finance, ça sert à quoi? Ça sert à atteindre ça. Et donc du coup, ça concerne des secteurs qui sont les vôtres, j'imagine, l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'énergie, le transport, la construction, la gestion de l'eau et des déchets, la technologie, l'information et la communication. Cette taxonomie, elle définit à quelles conditions une activité est compatible avec l'objectif environnemental. Et il va falloir que les entreprises communiquent la part de leur activité qui est compatible avec la taxonomie, en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de CAPEX, etc. Donc, c'est une bataille de lobby absolument inimaginable, puisque, évidemment, le gros des entreprises dit « Ah ben non, on n'est pas prêt ». Ce qui est vrai. La question, c'est que du coup, il faut transformer la logique habituelle de lobbying dans genre « Non, stop, pas de régulation », à l'idée de comment je comprends et je m'approprie cette nouvelle logique dans laquelle finalement je vais devoir m'inscrire parce que c'est un mode d'emploi pour que son entreprise soit durable. Donc, je vous ai mis à droite Donc, de quoi on parle. si je comprends bien, pour qu'on détaille un petit peu le sujet qui est important, Oui, puisqu'il est présenté demain à la Commission européenne, on évolue vers une idée d'être pas simplement sur la contrainte, mais également sous une forme d'encouragement oui, à tout à fait. l'investissement. Alors, c'est effectivement des régulations qui sont sur la base dite comply or extend. C'est-à-dire vous devez soit les respecter, soit expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Mais en fait, c'est vraiment important de prendre ça comme une opportunité et pas une contrainte. Parce que c'est une opportunité de s'approprier une grille de lecture qui est souvent très loin de ses bases aujourd'hui et qu'il va falloir intégrer puisque finalement, et je donne un exemple concret, BlackRock, qui était invité au MEDEF la semaine dernière, expliquait clairement que les entreprises qui n'entrent pas dans cette logique-là, dans 5 ans, elles ne trouvent plus d'argent. Je suis désolée d'être un peu brutale dès le matin, mais vous voyez le gap, enfin, vous voyez le fossé abyssal entre des entreprises qui se disent « je ne suis pas prête, il y a le Covid-19, c'est déjà compliqué, et je ne vais pas en plus me mettre à ce truc-là », et des investisseurs de la taille de BlackRock, 3 fois le PIB français quand même, qui vous disent « écoutez, je comprends, mais… » si vous n'entrez pas dans toute la logique que j'ai essayé de vous résumer dans cette présentation, si vous n'entrez pas là-dedans, vous n'arriverez plus à trouver d'argent, de prêts et de choses comme ça, ou alors vous allez le trouver à des taux qui sont prohibitifs et ça ne va pas être possible. Donc c'est pour ça que c'est important d'accélérer déjà la compréhension et puis ensuite, à son échelle, la façon dont on peut transformer son business model, puisque c'est aujourd'hui ce que les banques vont vous demander très rapidement. Toutes les grandes banques françaises sont en train de travailler à des logiques d'intégration de tout ce que je viens de raconter dans leur politique de prêt et d'analyse de risque et d'opportunité, évidemment. Donc, du coup, allez demander un prêt à sa banque, vous êtes bien placé pour savoir à quel point c'est compliqué dans le contexte, mais je perds mon cœur, mais ça ne va pas s'arranger. Juste, ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est cette logique de 4 principes liés. 1, en quoi on contribue aux objectifs environnementaux de l'Union européenne. Donc ça, c'est bien la taxonomie. 2, et ça, c'est vraiment le point fondamental qui s'applique à beaucoup d'autres secteurs, il ne faut pas causer un dommage collatéral, c'est-à-dire de dire, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, mais on peut prendre un panneau solaire. Un panneau solaire, ce n'est pas bien en soi. Si on ne gère pas les pollutions liées à sa production ou son recyclage, c'est valable pour les batteries des voitures électriques, c'est valable pour tout ça, et bien là, il y a un problème et on n'atteint pas, on n'est pas conforme à tout ce que je viens d'expliquer.
Ensuite, effectivement, il y a des critères techniques, mais il y a aussi cette logique qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le point en bas, qu'il faut respecter des garanties minimales de gouvernance et de droits de l'homme. C'est-à-dire, si je reprends mon panneau solaire, s'il est fabriqué dans des conditions iniques en Chine par des Ouïghours, c'est pas du tout, ça va pas du tout. C'est pas du tout éligible. Du coup, slide suivante, parce que le temps court. Alors, ces deux acronymes encore, désolé, qu'il faut quand même que vous ayez en tête, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle de la réglementation européenne. Donc, le texte que j'évoquais pour demain, c'est le premier texte sur la NFRD, alors ça veut dire Non-Financial Reporting Directive. Et ça, c'est le cadre qui va être posé sur les données ESG demandées aux entreprises européennes. Alors, la logique en général, c'est qu'on demande d'abord aux plus grandes, mais vous savez bien comme moi que les plus grandes sont d'abord des donneurs d'ordre des plus petites. Donc, la plupart des PME, TI françaises aujourd'hui ont comme donneurs d'ordre des grandes entreprises qui vont entrer dans ce cadre-là. Donc là, et dès aujourd'hui, d'ailleurs, on leur demande un certain nombre d'éléments. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 2014, c'était totalement novateur quand l'Europe s'était dotée d'un premier cadre d'attente, de reporting sur des questions dites non financières, c'est-à-dire ESG. Au départ, quand on a travaillé en 2017 sur la refonte du cadre européen sur la finance durable, il nous a été dit par la Commission qu'il était hors de question de revenir sur cette directive déjà très laborieusement obtenue. Et en fait, ils se sont très vite aperçus que si on demande, et ça c'est le petit sigle pour les investisseurs, SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation, c'est-à-dire si on demande aux investisseurs de communiquer clairement la façon dont ils intègrent tout ce que je viens de dire dans la gestion d'actifs, ils ne peuvent pas le faire sans les données des entreprises. Donc on est bien, et ça, cette slide est importante pour que vous ayez en tête le framework, excusez-moi, je parle souvent en franglais, le cadre dans lequel ça évolue, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des obligations d'entreprise, d'autre part des obligations pour les investisseurs, que les deux doivent converger, en particulier sur la taxonomie, pour qu'on ait une vision claire de où en est l'économie européenne, vers quoi elle va, pays par pays. Alors, il faut en plus que vous ayez en tête qu'en France, on a quand même quelques atouts parce qu'on a lancé ces démarches depuis un petit moment. Il y a des pays où c'est encore très nouveau. Et l'objectif, c'est vraiment de transformer l'ensemble de l'économie européenne. C'est-à-dire d'emmener aussi bien l'Europe du Nord que l'Europe du Sud, que l'Allemagne, que ce genre de choses. Et c'est une disruption majeure, en fait. Mais encore... l'Europe qui est dans le monde, Anne-Catherine. Tout à fait. Alors, l'argument, c'est de dire, ah bah oui, mais si on fait tout ça, les Chinois vont passer dessus. Alors, je suis désolée, Philippe, d'être désagréable dès le matin, mais ça, c'est un argument que je qualifierais d'obsolète. Pourquoi ? Parce que d'abord, les Chinois eux-mêmes réfléchissent comme ça. Pour une raison très simple, c'est pour ça, souvenez-vous de mon introduction, le modèle du tout productif et d'une surproduction permanente en utilisant les ressources naturelles de telle façon qu'elles ne se renouvellent pas, c'est un modèle qui est mort, mais il est mort en Chine. 75% des fleuves chinois sont morts au sens inutilisable. Donc, ayez en tête que pour fabriquer des microprocesseurs, il faut de l'eau, et il faut de l'eau pure. C'est valable pour les verres de lunettes aussi. Donc, vous ne pouvez pas être l'usine du monde si vous êtes dans un état de ravages environnementaux tels qu'il y a des villages entiers où on meurt du cancer en Chine. Là, on n'en parle pas à cause du Covid-19, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est une démonstration de l'insoutenabilité du modèle. Donc, l'idée qu'effectivement, on va se faire passer devant par des gens qui vont produire moins cher, moins bien environnementalement, mais que c'est ça que les consommateurs veulent parce qu'ils veulent du prix pas cher, c'est une idée qui aujourd'hui sert d'excuse alors que le marché a déjà changé. Et qu'en plus, vous vous retrouvez avec des problèmes, prenons les microprocesseurs. Aujourd'hui, en France, il y a des chaînes de Renault qui ont dû être arrêtées et plein d'autres entreprises parce qu'elles n'ont plus de microprocesseurs. Pourquoi elles n'ont plus de microprocesseurs ? Parce qu'effectivement, toutes les commandes du monde sont concentrées à Taïwan, qui est aux prises avec une sécheresse sans précédent à cause du changement climatique, et que donc cette organisation-là ne marche plus. Donc, et elle ne marche pas plus pour les Chinois que pour les autres. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, et que c'est donc aujourd'hui un avantage de compétitivité clé que si on ne peut pas débarquer en 3 jours dans tout ce que je viens d'expliquer et être opérationnel. Donc il faut vraiment avoir cette logique-là, puisque aujourd'hui l'Europe est regardée comme un élément, enfin tout ça est regardé comme un élément de la compétitivité européenne et sur lequel un certain nombre d'acteurs, y compris américains, prennent modèle. Et on voit bien que le plan Biden s'inscrit complètement dans ce que je viens de dire. Du coup, on va à la slide suivante. Voilà. Alors, il n'y en a pas trop encore.
Juste pour vous dire qu'en fait, la finance a d'ores et déjà changé au moins de modèle énergétique, puisque depuis 2015, la compréhension que l'exploitation des énergies fossiles est incompatible avec l'accord de Paris, c'est-à-dire le fait de garder en deçà de 2 degrés le réchauffement climatique à la fin du siècle, fait que vous avez de plus en plus d'acteurs financiers qui excluent ce qu'on appelle les actifs bruns, alors qui sont pour l'essentiel donc du charbon, en Mhm. gros, mais il commence à y avoir, alors il y a l'exclusion de l'énergie nucléaire, et évidemment pas trop en France, mais plutôt en Allemagne. Mais vous avez aussi l'exclusion des OGM et surtout de l'huile de palme. Et puis, dans les combustibles fossiles, on va pour l'instant surtout sur le non conventionnel, c'est-à-dire gaz de schiste, exploitation de l'Arctique, etc. Mais on commence à avoir une extension. Et l'idée, c'est que cet argent qui est retiré de l'énergie fossile brune va vers des actifs verts. Donc, vous avez, prenons la Caisse des dépôts, par exemple, qui a investi plus de 50 milliards depuis ces dernières années sur des actifs verts, y compris dans des régions comme la vôtre. Donc, Mhm. on a le début d'une construction du cercle vertueux. Et slide suivante, il faut que vous ayez en tête, je ne suis pas en train de vous parler d'un futur qui existera peut-être, parce qu'en fait, dans le secteur énergétique, la valorisation du secteur de l'énergie a complètement changé. Ce visuel vient des échos, hein, il montre sur 10 ans la transformation totale de la valorisation du secteur. J'aurais pu vous montrer aussi celui du secteur auto. Tesla, aujourd'hui, c'est les 9 premiers constructeurs mondiaux en termes de valorisation. Donc, que vous ayez l'ordre d'idée en tête. Et surtout, Volkswagen, qui, après avoir été pris la main dans la confiture dans le Dieselgate, est en Mhm. train de vouloir devenir le rival de Tesla, avec l'idée que pour aujourd'hui être valorisé correctement en bourse, il faut être un acteur type Tesla et non pas un acteur vendeur de diesel, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, et dernier concept pour aujourd'hui, ça devrait peut-être Mhm. suffire pour le matin, le Ouais. risque de transition. Mhm. C'est-à-dire que dans les risques climatiques, vous avez évidemment le risque physique, c'est-à-dire les événements comme le gel des cultures ou autres, mais vous avez aussi le fait que si les entreprises ne s'adaptent pas assez rapidement, la transition va se faire de toute façon et elles ne seront pas prêtes. Et donc, du coup, leur dépréciation peut être très rapide et, j'allais dire, ou leur incapacité à continuer. Donc, c'est ça aussi qui est l'un des phénomènes accélérateurs très importants. Donc, slide suivante. Eh bien, slide suivante pour, si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets-là, Oui. nous avons une plateforme dédiée à la finance durable qui propose des contenus plus techniques, j'allais dire, mais qui permettent de bien comprendre ce qui se passe, le plan d'action européen, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'essentiel de la finance durable. Et j'espère compter nombreux sur cette plateforme. Et j'espère vous avoir donné envie de la consulter. Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Au-delà de cette plateforme, le rôle de Novetic, c'est aussi d'accompagner des entreprises de façon individuelle par rapport à Alors, votre nous ne sommes pas expertise. du tout conseil, essentiellement d'ailleurs parce qu'on n'est pas on est une filiale de la Caisse des dépôts. Ouais, Donc, on fait de la formation. d'accord. Donc, on fait des formations sur alors, un public plutôt financier, mais pas que. On a de plus en plus d'entreprises sur des thèmes précis. C'est-à-dire, par exemple, sur la finance verte, on a des ateliers pour expliquer comment ça marche la taxonomie. Sur la biodiversité aussi, parce que là encore, beaucoup de gens se disent, bah oui, mais le fait que des espèces disparaissent, ça n'a pas d'impact économique. Donc ça, on l'explique. Mais on explique aussi sur comment on utilise les ODD, par exemple, comme grille d'investissement ou ce genre de choses. Donc ça, on le fait avec des formations qui, avant le Covid, étaient en présentiel, aujourd'hui sont digitales, et avec donc des possibilités de s'y inscrire. Là, cette année, chaque année, on lance un nouveau module. Donc cette année, évidemment, on est dédié à la question du reporting et à la façon dont les attendus finalement des entreprises et les attendus qu'ont les investisseurs, parce que là, c'est un champ qui malheureusement est encore très peu exploré par les entreprises, alors que ça va les transformer en profondeur en fait. Hmm. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce panorama complet. On a quelques questions sur le chat. Je vais vous les livrer, et puis on va pouvoir échanger pendant un quart d'heure encore. Une question de Laurent Henriot qui dit: existe-t-il des sanctions si Apple ne respecte pas ce principe, et si oui, lesquelles? Alors, effectivement, il y a Alors la sanction. oui, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire il y a des listes noires. Euh,
Il faut avoir en tête, par exemple, que alors, les fonds durables, donc il y a ce qu'on appelle l'ISR, c'est maintenant plus ce qu'on appelle des fonds durables. Donc, c'est des produits financiers qui sont construits pour sélectionner des entreprises de type-là. Et ces fonds ont des labels. Alors, en France, on a la particularité, le gouvernement porte deux labels, un label dit ISR et un label dit Greenfin pour les fonds environnementaux. Et ces fonds labellisés ont des méthodologies qui peuvent, si Apple ne remplit pas toutes ces conditions, ne pas être sélectionnés. Les fonds américains de ce type-là ont été très attaqués parce qu'ils avaient énormément de valeurs techno, dont Apple évidemment, et que donc il y a eu tout de suite des interrogations en disant mais si finalement ça c'est un monde durable alors qu'il y a des problèmes de telle et telle nature. Donc on voit bien que c'est un débat. Et il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'engagement actionnarial. C'est-à-dire que au-delà de l'analyse, elle sert à aller voir des entreprises. Alors, quand vous appelez BlackRock, par exemple, le fait que vous ayez aujourd'hui, et ils l'ont développé de plus en plus, une grille d'analyse, de valorisation des entreprises sur tout ce que je viens d'expliquer, quand vous venez voir une entreprise en disant, écoutez, sur ce point-là, ça ne va pas du tout, votre sourcing, le respect des droits humains à tel endroit, je vous demande des actions correctives et avec une menace réelle si actions correctives qui peuvent prendre plusieurs années, qui ne sont pas mises en place, à ce moment-là, on sort. Et ça, c'est des phénomènes qui sont aujourd'hui de plus en plus en train de monter, surtout que les entreprises font des coalitions, enfin les investisseurs, pardon, se coalisent pour peser plus fort. Dernier point, peut-être que vous ayez en tête qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le Climate Action, ou 100+. Donc, c'est 500 très, très gros investisseurs dans le monde qui se sont mis ensemble pour cibler les 167 entreprises les plus émettrices de CO2 dans le monde pour leur demander de réduire drastiquement leurs émissions. Il y a une question qui est pragmatique de Yves Robichon qui nous dit mais ce changement a un coût énorme pour les entreprises, sans savoir si ce nouveau modèle économique va s'équilibrer financièrement. Merci. Ça recoupe une autre question que j'ai reçue. Après tout, les entreprises, leur première vocation, c'est de créer de la valeur. Et si on n'a pas de garantie de retour sur investissement, c'est pas très, très moteur. Qu'est-ce que vous nous répondez à cette question? Alors, évidemment que tout ce que je viens d'évoquer est d'abord un raisonnement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté est là-dessus. Alors, je vous rappelle qu'on n'a jamais de garantie sur retour sur investissement. La question, c'est effectivement, je vous donne un exemple très concret. Je parlais des verres de lunettes tout à l'heure. Pour faire des verres de lunettes, il faut de l'eau. Si effectivement la source d'eau soit est polluée, soit arrive à épuisement parce que c'est une nappe phréatique, et que vous ne vous en êtes pas aperçu à temps, il va falloir déplacer l'usine et là, vous perdez tout bénéfice et toute possibilité de création de valeur. Donc, c'est des exemples très concrets de ce type-là. L'idée, c'est d'abord, j'allais dire, avant de savoir si c'est rentable et utile pour l'entreprise dont on parle, il faut déjà mesurer, et c'est pour ça que je parlais de cette logique d'impact, c'est de dire aujourd'hui, quelle est ma source d'approvisionnement pour les matières premières dont j'ai besoin. On s'est aperçu, par exemple, avec l'histoire des masques, qu'on n'était plus capable en France, on ne produisait pas de masques et qu'il fallait les attendre de Chine, alors qu'ils ne venaient pas. Et on s'est retrouvé avec une technologie très simple, sans du tout... vous froncez les sourcils, Philippe, ça va? Non, non, je suis en train de découvrir les questions qui suivent. Donc, donc là où je veux en excusez-moi. venir simplement, c'est qu'en fait, le plus important, c'est de se dire, c'est de comprendre jusqu'où tout ce que je viens d'expliquer est une menace pour la rentabilité à très court terme de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser... Alors, pour les modèles qui sont déjà en difficulté, il y a des transformations de consommation extrêmement rapides. Il ne suffira pas de rouvrir les magasins pour revenir au niveau de consommation précédent. Le textile le sait très bien. Hein. Ils sont vraiment en train de se transformer complètement parce qu'ils savent que leur avenir glorieux est derrière eux et pas devant. Donc, il y a vraiment toute une interrogation sur la chaîne globale. C'est valable pour plein d'autres secteurs. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer, et les banques vont le proposer de plus en plus, sur ce que j'appelle les grilles d'analyse ESG pour comprendre quelle est sa problématique sectorielle la plus aiguë. Si on a besoin des matériaux rares dont je parlais, c'est bien sûr le recyclage. Et globalement, on va monter en puissance énormément sur la question de l'économie circulaire, de l'industrie circulaire, c'est-à-dire d'avoir en tête quelles sont les sources dont j'ai besoin pour continuer à créer de la valeur et pour adresser intelligemment des changements de marché qui sont très rapides. Je vous ai exprès donné l'exemple du supermarché parce qu'on peut se raconter deux histoires. C'est-à-dire, finalement, grâce au Covid, les supermarchés ont, la plupart du temps, augmenter très fortement leurs ventes.
Mais l'idée, c'est que c'est un phénomène qui doit perdurer, évidemment, pour continuer à créer de la valeur, et qu'il faut intégrer dans l'analyse de ce chiffre la façon dont il peut, les factures énergétiques, l'exposition à des phénomènes comme la vallée de la Roya, où toutes les infrastructures ont été détruites en quelques heures. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. En fait, c'est le moyen d'être capable de continuer à créer de la valeur, et dans un horizon qui est beaucoup plus court que la plupart des interlocuteurs que je rencontre souvent le pensent. Oui, maintenant, le management des entreprises, on a souvent on a le cas avec Faber, hein, des présidents de conseil d'administration, des directeurs généraux qui sont là sur des carrières enfin, relativement courtes par rapport à leur carrière personnelle. Parce que finalement, et on a évoqué ce sujet, Philippe, c'est le fait que souvent, depuis que je fais des présentations, depuis près de 20 ans, les gens me disent, mais enfin, pourquoi ça bloque? Parce que finalement, en termes, si on a un peu de bon sens, tout ça paraît assez logique. Et finalement, ce qui bloque, c'est le logiciel cérébral de la plupart des dirigeants actuels, hein, qui ont été formés dans un modèle dans lequel tout ce que je viens qui est heurté par à peu près tout ce que je viens de dire. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la difficulté qu'on peut avoir à remettre en cause des certitudes qui sont juste des certitudes, en fait. Et ce que fait Novetic, c'est souvent en face de ces certitudes, de mettre des éléments factuels pour expliquer que ces certitudes, en fait, ne sont pas forcément pertinentes et surtout qu'elles sont de plus en plus bousculées par des changements radicaux de production, d'approvisionnement et de modèle du secteur financier, parce que c'est finalement le seul, parce qu'il est complètement abstrait, qui peut assez vite, d'où la mention que je faisais de BlackRock, il le faisait au MEDEF. Hein, donc, c'est un message à toutes les entreprises françaises qui était bien de dire, nous, c'est pas si compliqué que ça de passer du secteur A au secteur B. C'est pas compliqué. Donc, parce qu'il suffit de changer les règles. Et donc, ça, il faut que vous ayez ça en tête. L'assèchement des tout moyens financiers est en fait le sujet de transformation le plus important. Et ça, c'est un sujet de rentabilité majeur au moment où la plupart des entreprises ont des taux d'endettement phénoménaux. Une question d'un banquier, Stéphane Trido, qui nous pose cette question. Quid de l'intégration d'une composante RSE dans la notation Banque de France des entreprises? Alors, elle existe déjà, en fait. Hein. Elle existe même depuis une dizaine d'années, je crois. Clairement, aujourd'hui, la Banque de France est parmi... Alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que tout ça est aussi auprès de les banques centrales. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce débat, par exemple, porté par Christine Lagarde, qui est de dire, alors je vais essayer de ne pas être trop technique, mais en gros, la doctrine, c'est que les banques centrales interviennent massivement sur les marchés, ça je pense que vous le savez, et en fait, elles interviennent de façon neutre, c'est-à-dire qu'elles prennent le marché tel qu'il est. Ce que dit Christine Lagarde aujourd'hui avec beaucoup d'autres, et la Banque de France aussi d'ailleurs, c'est que cette neutralité est en fait fausse parce que si on prend la trajectoire du réchauffement climatique, puisque comme l'économie boursière actuelle massive n'est pas du tout alignée avec l'accord de Paris, en fait vous n'êtes pas neutre, vous contribuez au réchauffement climatique. Donc l'idée c'est que l'intervention des banques centrales sur les marchés financiers se fasse sur des critères différents, et ça c'est au sein d'un réseau qui s'appelle le réseau des banques centrales pour le verdissement de l'économie, c'est le nom exact. Hein. Donc vous imaginez le chemin parcouru qui a été créé en 2017 au One Planet Summit à Paris, et dans lequel, depuis l'élection de Biden, les autorités de marché américains sont entrées. Donc on a vraiment un changement majeur, et la Banque de France, pour information, donc, fait partie du cercle des institutionnels créés par Novetic, avec cette volonté d'animer le débat sur ces sujets-là. Donc on a des acteurs financiers absolument clés, Banque centrale d'un côté, des gestionnaires d'actifs français, il y en a beaucoup aussi hein, qui font ça, il n'y a pas que BlackRock. Ouais. Eh bien, pour finir, alors ce n'est pas une question, c'est une affirmation, mais je vais essayer de la prolonger par une question. Anne Audurier nous dit, mettons des dirigeantes en place. Donc, je présuppose que dans cette affirmation ou cette demande, il y a la question de savoir si finalement la parité dans la gouvernance des entreprises ne permettrait pas d'aller plus vite, les femmes potentiellement ayant peut-être un peu plus de sensibilité aux questions environnementales ou RSE. Enfin, je présuppose que c'est ce qui est contenu dans le propos d'Anne Audurier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'allais dire ce qui est important, et c'est vraiment le changement de modèle. Et de facto, et on l'a vu par exemple avec la féminisation des conseils d'administration, ça a fait entrer des nouveaux profils.
il ne faut pas oublier l'endogamie, quoi, qui est quand même un sujet qui est je recrute des gens qui me ressemblent. Je me souviens d'une discussion avec les gens de la RATP il y a quelques années sur les questions de discrimination. Ils disaient qu'en fait, leur problème, c'est qu'ils avaient bien une politique, mais qu'à tous les niveaux de l'entreprise, les gens voulaient recruter des gens qui leur ressemblaient. Et c'est valable pour les dirigeants, c'est valable. Et donc, quand vous avez un conseil d'administration, par exemple, qui est exclusivement composé soit de la même famille, soit, donc il y a une forme d'endogamie stricte, soit de gens qui ont fait la même école, qui sont éventuellement du même sexe, etc., ils pensent pareil, en fait, et qui en plus ont le même âge. Donc là, on a vraiment un moule. Et en fait, pour casser le moule, il faut introduire des nouvelles. Donc c'est pour ça que la diversité de genre, mais la diversité aussi de profil, la diversité d'origine, fait que ça crée des nouvelles, vraiment c'est ça qui permet de bousculer en fait les habitudes. Et donc, pour en revenir au conseil d'administration, on s'est aperçu qu'avec ces nouveaux profils, elle posait des questions que personne ne posait depuis 10 ans. Parce qu'on présentait des rapports, on disait oui, oui, bien sûr. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui, cette accélération ne sera possible que s'il y a une remise en cause qui est souvent culturelle, j'allais dire, qui est de se dire, mais au fait, pourquoi on fait ça? D'où ça vient ça? Par exemple, cette question idiote de quelle est mon alimentation énergétique dans un pays comme la France, où en plus il y a un monopole d'EDF, plus l'idée que le nucléaire, ça serait moins émetteur de CO2, on ne se pose pas la question. Donc aujourd'hui, on paye des factures, évidemment, mais déjà aller se dire, est-ce que finalement, je peux faire baisser ces factures-là? C'est un truc tout bête, mais très efficace en termes. Et puis finalement, mon bâtiment, est-ce qu'il est optimisé? La plupart du temps, pas du tout. Donc il y a vraiment ce genre de sujet. Et je vous donne un exemple très concret sur ce qu'on appelle les prêts verts que commencent à faire les banques. Vous êtes une blanchisserie industrielle, par exemple. Vous devez acheter une nouvelle machine. Il y en a une qui vaut 20 € et qui consomme, je dis n'importe quoi, 150 litres d'eau. Et puis, il y en a une qui vaut 45 €, mais qui vaut 5 litres, qui consomme 5 litres d'eau. Dans les modèles actuels, on va vous dire, bah non, prenez la moins chère, et puis on ne regarde pas le critère eau. Dans les modèles dont je viens de parler, on va intégrer dans votre calcul d'amortissement et dans la façon dont vous allez valoriser votre investissement, le prix de l'eau. Et donc, vous voyez que ça change tout. Et donc, vous devez acheter la machine à 45 € et c'est votre banquier qui va vous inciter à le faire. Et donc, c'est ça, c'est là où on est bien. Et c'est vraiment pour ça que je suis ravie d'avoir eu l'opportunité d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui. C'est qu'il y a un travail de pédagogie absolument phénoménal à faire. Parce que c'est bien de l'accompagnement, c'est pas évident vu la façon dont on raisonne aujourd'hui. Or, effectivement, la façon dont les choses sont en train de changer très rapidement, mais dans certains secteurs, sans que les autres en aient connaissance, c'est un vrai problème, c'est un vrai frein, en fait. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de conclusion de votre intervention. Si vous souhaitez prolonger le sujet, donc d'une part, je vous invite à lire La Nouvelle République aujourd'hui, avec l'interview d'Anne-Catherine Husson-Traoré dans le supplément économique de La Nouvelle République. Il y a également le site novetic.fr et vous avez, je crois, une newsletter à laquelle on peut s'abonner, qui publie régulièrement. Je crois une fois par mois, des informations, ou même peut-être plus régulièrement. Voilà, plus régulièrement. C'est plutôt deux fois par semaine. Et puis surtout, il y a une intensification de ces sujets qui fait qu'il y a une actualité à suivre plus précisément. D'accord, très bien. Donc, pour prendre congé, je tiens à nouveau à remercier nos partenaires. Je les cite à nouveau, Baker Tilly Strigo, Tour Métropole, Tour Vallée de l'Inde, Crédit Mutuel et évidemment la Nouvelle République. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet. Alors, vous avez effectivement fait, vous le disiez, beaucoup de franglais dans votre intervention, beaucoup d'acronymes. Et donc, on va recevoir le 18 mai prochain Paul de Cinetti, qui est le délégué général à la langue française et aux langues de France. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on invite dans des conférences économiques un délégué général à la langue française? Eh bien, en fait, l'idée, c'est que nous sommes partis d'une idée simple, c'est que on est parti sur l'idée du jargon en entreprise. On sait bien que le jargon, il peut être inclusif, il permet à la fois un groupe de se souder autour d'un langage commun dans une entreprise, mais aussi il peut être un écueil
à la communication. Lorsque vous allez voir votre garagiste pour faire réparer votre voiture et qu'avec plein de mots techniques, vous ne comprenez pas l'enjeu, mais simplement que ça va vous coûter cher, c'est vrai que c'est un frein à la communication et à expliquer la prestation. Et du coup, on s'est aperçu que dans les métiers contemporains, le marketing, la communication digitale, etc., on était sur de plus en plus d'anglicismes, de mots qui nécessitaient d'être inventés, peut-être avec d'autres racines que les racines propres aux mots anglais. Et donc, on s'est posé la question pour produire cette conférence originale. Hein, c'est une intervention qui sera faite spécifiquement pour Carnet Pro, de dire, et dans l'entreprise, comment l'entreprise, au niveau du langage utilisé, peut avoir une responsabilité. Et on se retrouvera donc autour de ce thème le mardi 18 mai 2021. Donc, si vous êtes libre ce jour-là, vous pourrez vous connecter, Anne-Catherine, on sera ravis Écoutez, avec plaisir, parce vous... que c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Ouais. Et puis, je vous remercie infiniment de votre présentation de ce jour. Je pense que voilà, c'était une façon d'éclairer également les sujets économiques avec un angle différent. Et voilà, Merci à vous pour merci votre infiniment. invitation. Et puis, j'espère que vous en retiendrez l'envie d'être plus durable et que c'est. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.